Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 8e épisode de l'Unicampus Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. Je retrouve l'équipe habituelle, Damien Leroy. Bonjour Florie. Bonjour Damien, Jérôme Le Gripagès. Bonjour Florie. Et Nicolas Abonneau. Bonjour Nicolas. Ah si, je t'ai pas reconnu. Nous avons aussi Benoît, Hélène, Lucie, Tamboise, Arthur Gatté en régie et Benoît qui nous rejoindra tout à l'heure. On espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode, on vous propose 3 temps forts. On va donc faire une revue des projets que le Gaming Lab accompagne dans le cadre du festival Enquête de Sciences. On vous présentera ensuite les derniers jeux testés et leur potentiel pédagogique. Et puis pour finir, on fera un petit temps d'échange, voire de débat entre Nicolas et Jérôme sur la question des jeux qui ont un mode solo ou qui ne proposent pas d'interaction entre les joueurs. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on les voit apparaître à l'écran, on pourra y répondre, on se fera un plaisir de réagir, de partager avec vous. Donc on commence tout de suite avec la question du Festival Enquête de Sciences. Alors pour faire un petit rappel, donc c'est un festival que l'Université de Caen organise depuis 2022 et qui était à l'origine à l'initiative de la BU Rosalind Franklin sur le campus 2. Et donc plein d'étudiants proposent des ateliers autour de la culture scientifique et cette année le Gaming Lab accompagne des projets. Pour rappeler le contexte, c'est que c'est depuis peut-être plus longtemps que 2022. Alors le site de l'université précise 2022. Ouais, alors je pense qu'il y a une petite coquille, parce que je pense que c'est au moins depuis 2016-17. Merci pour la rectification. On corrigera. Mais l'idée, c'est que c'est un festival en fait, pour les étudiants, par les étudiants. Et en effet, qui existe, je crois, depuis un peu plus longtemps. Et donc cette année, Julien Legal, qui est ingénieur d'études à la bibliothèque du campus 2, je ne me souviens plus de son nom, Sciences du campus 2, donc est venu nous voir en nous disant cette année, il y a des projets autour du jeu qui commencent à se construire, on aimerait bien amener cette coloration jeu en fait, autour du festival. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, on a fait le tour des projets qui pouvaient être accompagnés, puisqu'on ne peut pas tout accompagner. Et aujourd'hui, on se retrouve donc avec 4 projets au total accompagnés par créés, pilotés et ou accompagnés par le Gaming Lab. On a donc une murder party. Donc ça, je vais peut-être te laisser en parler un peu plus. Et c'est peut-être moi qui vais te poser des questions, mais voilà, on a une murder party, un atelier autour de l'utilisation, l'expérimentation et de projection des possibilités avec les casques de réalité mixte HoloLens, avec la possibilité de les utiliser sur plusieurs sites. Donc on va avoir un atelier au campus 1 dans nos locaux, au CMU, un atelier au campus 2 donc à la BU, et un atelier au campus 3 devant l'IUT. L'objectif est d'essayer même de synchroniser une session, de proposer donc une session multi-utilisateur, multi-site, et donc voilà, de pousser l'appareil assez loin. Troisième atelier, on va ouvrir une game session ouverte du jeudi soir aux étudiants du Festival Enquête de Sciences. Et troisième projet, oui, c'est le deuxième, troisième, donc le quatrième projet, pardon. C'est un projet... arrêtez, monsieur. C'est un projet, donc... on a été sollicité donc, par Anne-Emmanuelle Le Gripagès pour accompagner ces étudiants donc, en licence 3 de physique, et donc qu'elle a dans le cadre d'un cours en anglais, à la construction d'un escape game. Donc escape game sur la thématique de physique et animé en anglais. C'est peut-être l'occasion de dire comment on travaille quand on accompagne ce genre de projet. Il y avait aussi David Boilet, je crois, qui était l'enseignant en physique, qui était... oui, tout à fait. Oui, je n'avais pas son nom, mais oui, en effet, ils étaient deux pendant cette séance-là. Lui était garant justement de la thématique, donc de la physique, et Anne-Emmanuelle a été garante de la partie anglais. Et donc, voilà, pendant toutes les phases, ils ont pu interagir avec les étudiants pour faire des remarques, compléter. Mais en effet, oui, il y avait David Boilet aussi. Donc, ta question, c'était comment on travaille dans ce cas-là quand on est sollicité. Eh bien,
En fait, on formule une demande et là, on a une dimension conseil. On prend un maximum d'informations pour déjà définir la faisabilité de l'accompagnement. Et ensuite, on vient proposer une méthodologie de travail. Donc là, dans le cadre de la construction d'un escape game, on est dans le cadre d'un accompagnement à la mise en place de notre méthodologie de construction de jeu. Donc on a mis en place, on a remobilisé la méthodologie Loop, à savoir la formulation d'un objectif d'apprentissage, la phase de diégèse, de construction de narrative design, le game design, le game art design et revenir de nouveau sur l'objectif pédagogique de base. Et dans ce cas-là, donc on avait 16 étudiants. Ça s'est passé, pour la petite info, ça s'est passé lundi. Donc c'est très frais. C'est très frais. Et donc on avait 16 étudiants qu'on a répartis donc, dans un premier temps en 4 groupes pour faire émerger une thématique. Parce que la physique en L3, c'est vaste. C'est très très vaste. Et l'idée, c'était de savoir sur un escape game d'1 heure, de quoi on va traiter en fait, qu'est-ce qu'on va chercher à faire découvrir en physique, surtout qu'on s'adresse à des non spécialistes. L'objectif de la Game Jam, c'est de l'escape game, c'est de faire découvrir des notions de physique à des étudiants non spécialistes. Donc il faut proposer des notions, des concepts, des expérimentations, dans le but ensuite d'animer un débriefing, et c'est là où on a l'intérêt vraiment pédagogique de l'escape game. Et donc pour ça, on a pris 15-20 minutes pour définir le sujet. C'est là que l'enseignant physique a beaucoup alerté sur là. Je pense qu'on va manquer en fait d'application pendant l'escape game pour bien comprendre la notion, ou ça c'est pas faisable, ou je ne pense pas que ce soit pertinent de faire des calculs à des étudiants non spécialistes, mais plutôt de les amener à comprendre pourquoi le calcul est formulé de telle ou telle manière. Donc ça, c'était une phase d'idéation assez intéressante. Et puis ensuite, on les a amenés à penser justement tous les ateliers autour de l'escape game, les uns après les autres. Et pour ce faire, on les a répartis en fait en 4 groupes, chacun animé 15 minutes de l'escape game. Je t'interromps juste pour savoir s'il y a besoin de faire un changement de quoi que ce soit. Parce que non, tout va bien. Communication avec la régie. Très bien. Donc l'idée, c'est que on a, avec le scénario qui était proposé, on l'a découpé en 4 fois 15 minutes pour faire 1 heure à peu près. Et donc en fait, chacun des groupes a travaillé sur 15 minutes de l'escape game. Je ne vais pas spoiler la thématique, parce que c'est dommage, mais c'est toujours quelque chose qui est en construction, et on se revoit d'ici 3 semaines pour terminer toute la partie plutôt matérielle et conception physique en fait, du jeu, maintenant que la partie idéation est terminée. Oui, parce qu'il y avait quand même le défi de le créer en quasiment 2 séances. Ouais. Mais déjà, là, je suis assez impressionné de la créativité en fait, des étudiants, parce qu'en fait, en 2 heures, on a le scénario de l'escape game, on a les ateliers, on leur a demandé de produire même une fiche bilan qui résume pour chacun des groupes les 15 minutes de l'escape game, comment ça se passe, le scénario, l'intérêt de l'activité qu'ils vont faire pendant ces 15 minutes pour le scénario. Les notions de physique sont très intéressantes. Nous, on a appris des choses pendant cette Game Jam. La relativité restreinte. La relativité restreinte, voilà, c'était fabuleux. On a fait un peu de planétologie aussi, l'habitabilité des planètes, des choses comme ça. Du coup, là, on a déjà des indices sur la thématique de l'escape game. On a dit beaucoup de choses assez vastes quand même. Je pense qu'on traite aussi d'optique. Il y a vraiment un peu de tout. Non, ça laissera aux gens découvrir quand même. Et puis, on a abordé des notions qu'on a aussi mises de côté. Complètement. Donc ça, c'était c'est un bel accompagnement en cours, et c'est d'ailleurs un escape game qui va être rejoué 2 fois de suite pour qu'il y ait la possibilité à plus d'étudiants de venir jouer au jeu. Sur les autres projets, est-ce qu'à chaque fois on essaye de répondre à un objectif pédagogique ? Alors, toujours, c'est juste qu'on va l'aborder de manière différente. C'est-à-dire qu'en fait, sur la partie, si je prends l'exemple des HoloLens, là, l'objectif pédagogique, c'est l'acculturation en fait, à un outil. Et comme on va être plusieurs à animer ces séances-là,
l'objectif pour moi, c'est d'imaginer pouvoir recueillir en fait des cas d'usage potentiels de la part des étudiants, comment eux se projettent dans leurs enseignements avec un tel dispositif. Et moi, ça me permet de recueillir déjà des données dans le cadre d'accompagnement futur d'enseignants, parce que je vais partir de questions des étudiants, d'idées des étudiants, et ça permet d'alimenter en fait une conversation, un échange à venir avec des éléments concrets. Et dans le cadre de l'atelier HoloLens, ils vont tester un jeu, on sait déjà ce qu'ils vont faire? Alors, on sait ce qu'ils vont faire. L'intérêt, c'est déjà de faire un point sur l'appropriation à la gestuelle. C'est des outils qui sont assez nouveaux, mine de rien. Alors, le casque HoloLens existe déjà depuis quelques années, mais avec la nouvelle mise sur le marché de l'Apple Vision Pro, on a l'impression que c'est de nouveau quelque chose de nouveau pour la deuxième fois. Mais ça va être le même type de gestuelle. C'est la saisie avec la main, le zoom, le fait de cliquer dans le vide et de s'acculturer à la profondeur de champ qui n'est pas évidente. Je discutais hier, je me permets. Je vais raconter ma vie. C'est une conversation. Non, mais je discutais hier avec des collègues de Centrale Nantes et de l'IUT ils sont à La Rochelle, je crois. Et donc, en fait, ils ont un AMI émergence, un peu comme nous, on a l'AMI Loop. Ils ont un AMI qui est spécifique sur l'utilisation des casques de réalité virtuelle dans les TP de biologie. Et en fait, les enseignants disaient qu'ils étaient très surpris de voir à quel point les étudiants ne savaient pas utiliser, ils n'avaient jamais utilisé de casque de réalité virtuelle, et qu'il y avait, en fait, avant de commencer à se dire on va commencer le TP lui-même, il y a un besoin vraiment d'apprentissage, de formation à... Et là, on parle ils sont sur des MetaQuest 3 d'ailleurs. Et voilà, ils disaient, mais il y a un vrai besoin d'abord. Il y a un besoin d'acculturation à l'outil. Et en fait, c'est pas parce que c'est un outil numérique et technologique que l'ensemble des étudiants sait s'en servir. Enfin, c'est pas un postulat de base. Il faut le prendre en main. On a déjà conduit des expérimentations et animé des séances de cours dans nos locaux avec des étudiants qui découvraient le casque pour la première fois, avec des étudiants qui l'utilisaient pour la seconde ou troisième fois. Ça ne se passe pas du tout de la même manière. Et on a toujours besoin d'un temps d'acculturation à l'outil. Donc pendant ces ateliers-là de découverte et de sensibilisation à un nouvel outil, eh bien, ça va permettre de travailler ce volet d'acculturation. Donc, comme je disais, la gestuelle, le fait d'aller découvrir comment interagir avec un hologramme, un objet en 3D projeté par HoloLens, savoir comment on s'approprie le travail avec un nouvel outil. Et donc, on ne va pas faire un jeu, mais on va plutôt venir découvrir des objets 3D, donc choisis au préalable de manière générique. Donc, ça peut être des pièces scientifiques type moteur d'avion. On a des objets animés, on a une main animée, on a... En fait, n'importe quel objet 3D gratuit disponible en fait, sur n'importe quel store peut être implémenté sur HoloLens à condition qu'il ne soit pas trop lourd. Mais ça laisse beaucoup de possibilités. Et en fait, l'idée, c'est de proposer une bibliothèque ouverte à ces étudiants qui viendront s'inscrire dans ces séances-là et qui puissent avoir le choix. De dire, tiens, ça, je suis curieux de le voir justement en 3D et savoir comment ça rend. Vraiment juste comment ça rend. Et là, il n'y a pas très longtemps, on a eu le cas d'une stagiaire qui était dans nos locaux, une stagiaire de 3e, qui disait, moi, j'ai envie de voir un temple japonais. Donc, on est allé sur une bibliothèque, on a téléchargé un temple japonais et en 2 minutes, elle a pu agrandir ce temple, se rendre compte que on ne fait pas de la réalité virtuelle avec un HoloLens et que ça sert à rien de le grandir à échelle 1 pour 1 et de chercher à rentrer dedans parce que le casque n'est pas adapté. Mais par contre, se dire qu'elle pouvait manipuler un temple japonais de cette taille-là en fait dans l'HoloLens, se rendre compte de sa forme, le retourner, faire des plans de coupe, ça c'est super intéressant. Et on a le côté miniature. J'ai envie de vraiment proposer du choix en fait. Quelques mots sur l'Open Session, ça s'adresse à qui? On va jouer à quoi? Comme les game sessions ouvertes de d'habitude, l'idée c'est de proposer 6 ou 7 jeux du commerce récents,
proposer des modalités de jeu différentes, donc des roll and write, des jeux collaboratifs, non collaboratifs, compétitifs. Pour nous, ça reste toujours un entraînement à l'animation de sessions de jeu, de tester la phase d'explication de règles qui, quand on est joueur, en fait, on connaît le jeu, on sait à quoi on va jouer, mais expliquer une règle simplement, rapidement et qu'elle soit comprise par tout le monde sans perdre trop de temps, c'est un exercice. Nous, on l'a adapté. En plus, j'ai la fiche devant moi, c'est comment joue-t-on. Le fait de répartir en fait les mécaniques par thématique aide à la structuration de l'explication de règles. Commencer par la structure du jeu, le tour du jeu, les actions dans le jeu, les résolutions, les incertitudes et fin du jeu et conditions de victoire. Ça aide à structurer l'explication de règles puisque voilà, on sait à quoi on va jouer, comment va se dérouler un tour, quelles sont les actions possibles pour les joueurs, comment on gagne des points. Et au final, on gagne en faisant ceci ou cela. Et aussi un peu quelle est l'attitude attendue de se dire voilà, je commence toujours, c'est une blague mais ce n'est pas une, en disant l'objectif du jeu est de gagner. Ou des fois c'est de gagner ensemble, ou l'objectif du jeu c'est de s'amuser parce que c'est tu me regardes mais si c'est important que les joueurs identifient ce qui va être attendu d'eux en termes d'attitude générale par rapport à l'expérience qu'ils vont vivre. Et puis il y a des jeux, on dit on ouvre une boîte, là ça va être sérieux. Donc on vous demande une concentration. Ou des fois il y a ce besoin de se dire c'est un jeu un peu compliqué. Cherchez pas, c'est pas très grave. Cherchez pas sur cette première partie à aller performer. C'est une partie de découverte. Il faudra une deuxième partie et puis là pour aller au maximum des scores. Alors que normalement, on peut pas. Donc c'est pour ça que l'objectif pédagogique, en fait, on va pas jouer à des jeux pédagogiques. En fait, c'est ça le truc. Mais par contre, il y a un objectif pédagogique derrière. Pour nous, de nouveau rendre de plus en plus robustes nos méthodologies. Et puis en discutant en fait à la fin prendre le temps, ce fameux temps d'échange à la fin du jeu, permet de se dire quelle attitude en fait vous avez eu pendant ce jeu. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce qu'il était difficile? En fait, on reprend de nouveau notre petit guide d'analyse, notre guide d'analyse de jeu. Notre beau guide d'analyse de jeu. Mais en fait, on se sert de nos outils de nouveau pour alimenter la base de données. Nous, ça nous redonne des cas, des exemples de jeux, des nouvelles mécaniques ou des mécaniques qu'on redécouvre en disant c'est vrai ça c'était une mécanique sympa dans ce jeu-là. Il faudrait qu'on la réutilise. Et on fait du lien avec d'autres jeux. Et ça nous permet aussi, ces sessions-là, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet de voir des attitudes. Vraiment, de dire, tiens, c'est marrant. Nous, on n'est pas trop aimés, on ne s'était pas trop engagé. Et à l'inverse, là, on voit il y a un investissement incroyable. Ou à l'inverse, on se dit, tiens, en fait... celui-là, il est trop bien. Et en fait, ça accroche pas. Donc, c'est sur la mécanique, sur l'engagement, sur l'attitude, même sur des fois les compétences qu'ils vont pouvoir identifier. Et puis ça remet aussi du sens à ce qu'on est en train de faire, se dire on n'est pas un club de jeu. Et donc en fait on s'en sert aussi à des fins pédagogiques. Donc et puis, quand je repense au changement d'attitude entre nous, la première fois qu'on découvre un jeu, qu'on passe par cette phase de règles, de compréhension, et souvent on se dit ça, c'est un jeu qui mériterait d'être joué. Et en fait, dans le cadre des game sessions ouvertes, on reprend des jeux qu'on a déjà testés au moins une fois, et on redécouvre des fois une nouvelle potentialité pédagogique ou un point de règle, on redécouvre des facettes du jeu qui peuvent faire sens en fait après coup. Je lève le doigt. Je peux parler. Merci. C'est l'habitude des salles de webconférence. Et bien, du coup, j'ai même oublié ce que je voulais dire. C'est une petite précaution de langage parce que si on a des amis auteurs de jeux qui nous regardent, afin qu'ils ne nous assassinent pas en direct ou a posteriori. En fait, quand on dit on teste un jeu, en fait, le jeu, il n'a pas besoin d'être testé. Effectivement, c'est un abus de langage parce que les auteurs de jeux. Les autrices de jeux, ils n'aiment pas qu'on dise on teste leur jeu. Ils disent notre jeu, quand il est mis en vente, on l'a testé. Et en fait, on fait des tests
pour débugger un jeu, pour l'équilibrer. Et on joue des versions qui ont été déjà testées et retestées. C'est des versions jouables. Donc en fait, on découvre. Mais c'est vrai que par abus de langage... on peut le corriger. On peut se dire maintenant, on fait attention. On fait attention. J'essaie de me corriger. C'est vrai que je crois que tu me l'avais déjà dit. En plus. Mais il va falloir passer à la phase suivante. Dans la hiérarchie des punitions. Donc voilà pour les 3 ateliers. Et donc le 4e, c'est la Murder Party. Et là, je sais que c'est un projet pour lequel vous avez œuvré tous les 3, oui. Arthur, Lucie et toi, Florine. Complètement. Donc un projet qui nous a été proposé par Julien Le Gall, avec l'idée qu'il y avait une envie d'ouvrir en quête de sciences aux sciences humaines, parce que c'était un peu moins représenté pour le moment. Et donc oui, on avait carte blanche, ce qui était très chouette. Donc on a proposé de faire jouer une Murder Party qu'on a écrite complètement. Qui n'est pas un escape game. Qui n'est pas un escape game. Donc point très rapide, il n'y a pas de fouille de pièces, on ne joue pas forcément en équipe. C'est un jeu d'enquête et d'improvisation grandeur nature. Et donc tout se passe par le jeu de rôle. Donc on va poser des questions pour savoir qui a commis un crime. Un crime a été commis. Un crime a été commis. Il sera sans doute commis au moment où les joueurs découvriront la Murder Party. Le contexte, c'est un colloque universitaire qui aura lieu... Ça arrive souvent. J'en ai fait quelques-uns et ça finit parfois, souvent. Ça finit mal, quand on tombe sur un imbécile qui nous dit que les jeux solo, tout ça... Retenez-vous. Le débat, c'est dans 20 minutes. Donc ça se passe pendant un colloque universitaire qui a pour sujet l'identité d'Homère. Donc on a choisi un sujet d'un auteur qui pouvait être connu de tous, mais par contre les gens ne connaîtront pas forcément les enjeux liés à l'identité de l'auteur, etc. Donc l'idée, c'est quand même aussi de vulgariser, de diffuser des connaissances liées à la littérature et à la culture antique. Et ça, c'est l'objectif pédagogique. Et ça, c'est l'objectif pédagogique, puisqu'on a décidé d'ajouter un objectif pédagogique. On ne s'en refait pas. Donc voilà, on aura 2 sessions a priori à la BU Franklin en salle de conférence, de 12 joueurs à chaque fois. Donc oui, on n'a pas rappelé les dates, mais le programme est en cours de finalisation. Ça va se dérouler mi-mars pendant 2 semaines. Mais voilà, je sais que Julien va communiquer sur ces dates-là très prochainement. Complètement. Et donc on accueillera bien sûr tous les membres de l'université avec grand plaisir pour venir jouer avec nous. C'est moi qui je regarde Jérôme. Je fais note des arguments pour le débat tout à l'heure. Petite question. Il y a une question. Donc quels sont... Oui, donc c'est Lucie donc qui vous demande donc, vos expériences avec la phase de règles et débriefing de fin de jeu. Et oui, très bonne question. Donc on serait ravis d'avoir vos retours sur le sujet. C'est une question offerte alors. C'est une question offerte effectivement à notre communauté qu'on salue. On va passer au point suivant. Merci Damien. Ah oui, c'est vrai, je m'en vais. N'hésite pas à revenir. À bientôt Damien. À moins que tu voulais ajouter quelque chose sur... Bon, tout est bon de ton côté. Donc on va accueillir Benoît, Hélène. Bonjour Benoît. Bonjour. Est-ce qu'il y a des applaudissements quand tu arrives ? Je crois, j'espère. J'y crois moi en tout cas. J'espère moi. Bon. Donc Nicolas, Benoît... On fera un jour un point tech, point technique, quand on aura la caméra du dessus. Tout à fait. Nicolas, Benoît, on va parler avec vous des derniers jeux qu'on a testés et notamment donc de 2 jeux qui sont Age of Steam, je le montre, gros jeu, et l'Insondable, si tu veux bien le montrer également, on a mis les petites figurines en décor. Donc l'Insondable, jeu de Corée Konieseca et Tony Fanchi, et Age of Steam, un jeu de Martin Wallace. Est-ce que vous voulez déjà nous expliquer le principe de ces jeux ? Oui, l'Insondable, c'est un jeu d'identité secrète. Alors, c'est très repris du jeu Battlestar Galactica qui est introuvable et on peut s'acheter une maison si on le vend avec. Mais moi, j'ai pas joué à la version de Battlestar Galactica, mais j'aime beaucoup Battlestar Galactica, mais je crois que c'est quasiment les mêmes règles. Pour avoir par cœur, je pense que c'est... On est sur un bateau, j'ai oublié le nom du bateau, qui est assailli par des créatures de Cthulhu. Donc là, il y en a 2. Il y a 2 grands anciens et puis il y a des petits, des enfants, là, je ne sais plus comment ils s'appellent. Les profonds. Les profonds. Le bateau, c'est pas l'Insondable, justement ? Non,
Ah, c'est peut-être ça, ouais, je sais plus. Ça serait pas idiot. Ouais, ça doit être ça. Et donc, on a tous une identité secrète, donc qui est secrète. Et on doit, donc si on est humain, on doit permettre au bateau de faire la traversée. Donc, il y a un système de progression du bateau avec des étapes qui déclenchent les événements. Et si on est un hybride, donc on est du côté des anciens, on doit saboter à tout prix le bateau pour qu'il n'arrive pas à destination. Et ça peut être fait de plein de façons. Donc, on peut... Si on est humain, il faut évidemment tuer les créatures qu'elles arrivent sur le bateau, elles assaillent le bateau, il faut tuer les créatures. Il faut aussi réparer, il y a des fois des salles qui sont endommagées, il faut réparer les salles. Voilà, il y a plein de petits trucs à faire comme ça. Et quand on est un hybride, là, on va plutôt... Si on se révèle pas, parce qu'il y a une mécanique où on va se révéler et dire « Ah, c'est moi, je suis un hybride. » on va plutôt faire semblant d'aider les gens. C'est ça qui est fun, c'est qu'on va faire semblant de participer au truc, etc. Et puis quand on se révèle, on peut carrément attaquer les joueurs et les mettre à l'infirmerie. On meurt jamais, on va toujours à l'infirmerie. Et voilà, donc on a joué à 5 je crois. Ouais, 5. Ouais. Et donc dans les 5, il me semble qu'il y avait 2 hybrides potentiels et 3 humains. C'est ça. Et on a fait 2 parties d'ailleurs, parce que la partie s'est terminée très vite. Oui, on a eu une phase de rodage. Voilà. Le bateau avait été envahi de profond et la deuxième partie a duré beaucoup plus longtemps et on a gagné, les joueurs hybrides ont gagné vraiment au dernier moment sur la dernière phase du voyage. Voilà. Il y a quelque chose qui t'a beaucoup plu dedans, c'est ce petit Twitch où en fait on a notre rôle de départ et on peut très bien être au départ tous des humains, mais en milieu de partie il y a un deuxième tirage de cartes qui va révéler effectivement qui en fait n'est pas vraiment humain. Ouais. Et en fait, c'est qu'on change on peut changer complètement de stratégie à la moitié du jeu et ça c'est fun. Et le jeu gère même les cas où un joueur pourrait avoir 2 fois la carte hybride. Parce que quand on se révèle, on donne notre... Du coup, on a 2 cartes. On en révèle une, je suis un hybride, et l'autre carte, on la donne à un autre joueur, qui ne la montre pas évidemment. Donc. Et ça peut être du coup une autre carte hybride, on peut transformer un autre joueur en... Et les joueurs savent pas s'il est... Enfin, c'est assez fun, c'est marrant. C'est pour ne pas avoir joué à l'insondable, mais avoir joué à Battlestar Galactica, c'est exactement les mêmes dispositifs avec, dans l'univers. Et on parle régulièrement de c'est quoi un bon jeu. Moi, je trouve que c'est un excellent jeu parce que c'est des jeux vraiment avec un thème très fort et les règles sont au service de ce thème fort et de la traîtrise. Donc, là, c'est les Cylons dans le contexte de Battlestar Galactica. Et c'est pareil, on est sur un vaisseau et c'est pareil, on finit dans l'infirmerie et on peut mettre des gens en prison. Donc c'est, je pense, le même principe. Les 2 thèmes sont adaptés. Et c'est ce principe de coopération où on coopère, mais avec des gens. On ne sait pas trop si c'est le cas ou pas. Et puis, je trouve que, j'imagine que c'est la même chose. La variété des situations, des cartes qui arrivent, fait que sur des parties qui sont certes assez longues, en fait, parce que c'est des jeux ils disent 2 à 4 heures, c'est ça ? À peu près, ouais. Des parties de 3-4 heures. En fait, on a une impression de récit auquel on participe, on contribue, et qui font effectivement... On a des péripéties, à chaque fois. On parlait de Room 25, qui est un peu sur le même principe de l'identité secrète qu'on peut avoir. Mais là, c'est très pauvre au niveau narratif. Alors que là, c'est... Oui, puis c'est très punitif. Oui, on incarne un personnage qui a une histoire. Bien. Moi, j'aime bien. Mais dans Room 25, quand tu meurs, tu meurs. Voilà, c'est très punitif. On peut être expulsé du jeu dès le début. Puis on joue plus. Et moi, ça me pose toujours un problème. Les jeux où on peut expulser un joueur dès le début et il joue plus après, ça me pose un problème. Là, dans l'insondable, c'est géré. Voilà, on va à l'infirmerie et puis on revient. Et puis il y a une mécanique où on a moins de cartes. Enfin, voilà, c'est plus agréable que Room 25, je trouve. Il y a un commentaire, j'ai l'impression. Pour reprendre un peu les questions de la méthode Loop, qu'est-ce qui fait qu'on y trouve du plaisir ? Et puis on peut peut-être lier aussi ça à une question qui va t'intéresser, Benoît, davantage encore, c'est la question de l'esthétique du jeu. Est-ce que tu veux rebondir déjà là-dessus ?
C'est ce que disait Jérôme, il y a, dans ce jeu-là, il y a vraiment un équilibre. L'esthétique va venir servir les mécaniques. Il n'y a pas quelque chose qui va arriver qui est ah tiens c'est chouette, une mécanique assez inédite et en fait ça n'a rien à faire dans l'univers du jeu, ça n'a rien à faire dans l'expérience du jeu et là il y a vraiment un équilibre qui est vraiment agréable. Moi j'ai mis du temps à rentrer dans le jeu et pourtant j'étais enthousiaste à refaire une partie après donc, on parlait également lors du dernier live de l'engagement. Je trouve que c'est un jeu qui permet de trouver plein de situations pour maintenir cet engagement en fait. Et qui réengage en moitié. Qui réengage en permanence. Comme il faut si tu changes de bord. Oui, complètement. Et ce dosage, moi je reviens une fois de plus sur le jeu coopératif qui peut être un problème. Avec, où des fois on a une hyperactivité d'un joueur et des. Mais où on peut se laisser porter en se disant bon il y en a deux ils ont l'air de gérer le jeu, ça peut se faire. Ici c'est pas le cas, on est quand même on doit être actif, on doit être sensible et puis ça se trouve on n'est pas dans la coopération de toute façon donc et où on ne le sera pas dans une deuxième partie, c'est qui fait que même ce principe où on sait qu'en milieu de partie ça peut basculer fait que on peut même en tant que joueur se dire sur la première partie je vais peut-être pas non plus créer trop de conditions qui feraient que je pourrais perdre. Donc c'est intéressant d'avoir ça comme condition. Et on n'a pas dit, c'est qu'il y a deux rôles particuliers dans le jeu. Il y a le capitaine et puis il y a le maître du grimoire, je crois. Et c'est des rôles assez importants dans les événements qui peuvent arriver au bateau. Ça c'est assez marrant. Parce que le rôle peut aller il y a une espèce de liste d'héritage qui prend le rôle quand quelqu'un meurt, etc. Et du coup, on peut devenir capitaine. Donc, je crois que c'était Benoît qui était un passager clandestin sur le bateau qui est devenu capitaine. Donc, exactement. Et parce que j'étais capitaine et j'ai eu un événement qui a fait que je suis allé en prison. Nous t'avons laissé croupir en prison. Mais j'étais un hybride, donc bon, au final, on a bien fait. C'est bien vu. Mais... Et puis, voilà, c'est assez marrant. Il y a beaucoup d'événements en plus. Et il y a une gestion du temps, puisqu'on fait avancer le bateau sur une frise chronologique, mais en même temps, il peut aussi être retardé par les joueurs hybrides. Ouais. Et donc la personne qui est en charge du grimoire fait aussi avancer un rituel qui va permettre de se débarrasser des affreuses créatures. Ouais. Exactement. Et il y a une mécanique qui est toute bête que j'adore, c'est que quand le bateau avance, en fait, les monstres qui sont dans l'eau, ils se déplacent au bord du bateau. En fait. Plus on avance, et puis on peut les larguer, en fait. Et ça, c'est tout bête, mais c'est vraiment marrant, c'est sympa. Voilà. Et puis, Age of Steam, c'est un... Juste une dernière question, je me permets, sur l'insondable, qui est la grande question qui nous intéresse aussi, c'est comment on peut utiliser ce jeu dans un contexte pédagogique. On s'est dit qu'on allait pouvoir utiliser nos fiches remplies pour mettre un peu en valeur aussi les compétences qu'on a décelées quand on a joué au jeu. Donc, je vous laisse répondre en premier ou je vous donne les compétences qu'on a notées la semaine dernière, comme vous préférez. Donne les compétences. vu que Jérôme n'était pas là, en plus, on va avoir un fresh eye. On va se faire gronder. Je reviens en même temps. On a indiqué choisir ou construire une stratégie lors d'une gestion de crise, dans un contexte de gestion de crise, et puis se familiariser à l'univers littéraire de Lovecraft à partir d'éléments textuels et graphiques, et à l'univers du pulp aussi. Oui. Il y a un gros travail graphique, je trouve. Alors, il y a en plus tous les éléments qu'on trouve dans des jeux semi-coopératifs, ici de communication, de gestion, de planification un peu de ces actions. Oui. Et c'est intéressant d'avoir identifié que ça pouvait être une entrée sur l'œuvre de Lovecraft. Philippe Lovecraft. Et donc, non, c'est vrai, ça peut être intéressant. Donc, le fait que ça soit tombé dans le domaine public fait qu'il y a quand même une foultitude de choses de qualité différentes dessus. Donc là, je ne sais pas dans quelle mesure on est dans le mythe ou pas, et à quel point c'est correct. Je dirais qu'ils ont beaucoup, grâce à eux, l'univers a été vraiment étendu. Parce que parce que tous les jeux de rôle, et puis Asmodée, ils ont un jeu de cartes dans l'univers de...
Il y a plein de choses. Il y a les devants de l'épouvante, etc. Donc je pense qu'ils ont beaucoup développé l'univers parce qu'ils ont récupéré le truc et ils ont énormément enrichi l'univers par rapport à ce qui est des livres. En fait, il y a très peu de. Il me semble qu'il y a très peu de livres en fait sur le Cthulhu, etc. Il me semble. Si, quand même. Non, mais moi, de ce que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Moi, j'avoue ne pas être experte en Lovecraft. Moi non plus, mais il me semble qu'il n'y avait pas énormément de choses. Ce sont les jeux de rôle et les jeux de société qui ont vraiment développé le truc. Quoi. Si Arthur en régie, tu veux dire un mot sur Lovecraft. Je suis tout à fait d'accord. Mais ok, non, mais c'est ma méconnaissance du. C'est sympa, il n'a pas eu la production d'Asimov avec des. Ah, parce qu'il est mort très jeune en plus, lui, il me semble. Des bouquins qui. C'est surtout la communauté de fans, en effet. C'est d'autres auteurs, vraiment... notamment Howard qui a fait Conan le Barbare, qui a énormément aussi élargi le mythe en fin de compte. Ah, parce qu'il me semble, enfin je dis peut-être bêtise, je crois qu'il y a 3-4 livres là-dessus, écrits par lui, et après le reste c'est une extension, il me semble, hein, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir qu'il y avait à la fois les compétences qui étaient des savoir-faire, du savoir-être, et puis il y avait aussi la découverte d'un univers, notamment littéraire. On passe à Age of Steam. Donc dans sa version Deluxe. Ouais. C'est un jeu assez ancien. Petite introduction sur Martin Wallace. Allez. Martin Wallace, c'est un auteur qui a été à une époque l'espèce de summum de ce qu'on pouvait faire en termes de jeux complexes et stratégiques. Voilà, vraiment ces jeux qui nous donnent l'impression d'être intelligents quand on arrive à comprendre ce qu'il faut faire, ou qui nous laissent à penser qu'on ne l'est pas si on n'y arrive pas. Et puis il avait un peu une tradition dans ces jeux, c'était de faire des jeux un peu moches. Et d'assumer un peu cette esthétique en disant de toute façon là, voilà, je m'adresse à des joueurs qui sont de toute façon intéressés davantage par l'aspect mécanique. Et donc Martin Wallace, je recommande Brass, voilà, dans les bons jeux, et donc qui ont eu aussi des portages esthétiques un petit peu refaits. Et donc c'est des jeux qui sont souvent sur cette époque, sur ces époques de 18e, 19e, 20e siècle, et dans des contextes assez généralement industriels, et donc avec une logique un peu comptable d'avoir en tête. Et donc Age of Steam, c'est plutôt un vieux jeu de fait, 2002 je dirais. Je crois que c'est ça. Ouais. 2001. Ouais. 2001, pardon. Voilà. Mais peut-être que la version de luxe est 2002. Non, la version de luxe, je pense qu'elle est de 2020. Ah oui, toute récente, d'accord. Je crois. Ouais. Pour les 21 ans. Je crois que c'est... L'âge de raison. Et justement, l'édition de luxe a été repensée visuellement, parce que le Age of Steam de 2001, effectivement, était moche. Et là, donc, on a une très belle illustration sur la couverture, la jaquette de la boîte, et c'est très très abstrait en fait à l'intérieur. On ne retrouve pas du tout de train, on n'a pas de figurines, on n'a rien du tout. On est vraiment sur un jeu qui est c'est pas les aventuriers du rail. Et pourtant l'illustrateur qui a travaillé sur cette version de luxe, c'est Ian O'Toole, qui est l'illustrateur avec lequel travaille Vital Lacerda, par exemple, sur des gros jeux très illustrés où il y a beaucoup d'informations. En fait, c'est les mêmes boîtes. Vital Lacerda, il utilise toujours ce genre de taille de boîte avec les mêmes encoches, tout ça, c'est exactement la même chose. Et donc voilà, on est sur un jeu qui est très, très épuré, mais qui est très beau en réalité à l'intérieur. Mais il y avait ce jeu avait été ouvert lors du dernier bootcamp, et il y avait eu un effet un petit peu déceptif de... J'ouvre la boîte, je m'attends à un truc très illustré, et voilà. Et à l'intérieur, j'ai des petites tuiles avec juste mes rails. Les petits poker chips nous ont vachement déçus, quoi. L'argent, c'est des petits trucs de poker, ça nous a vachement déçus. Mais... Ça vous a déçu ? Ouais. On s'est dit il y avait sûrement un lien avec le poker. Non. Je pense que c'est ils ont trouvé mignon et tout. Ça nous a... Et je regardais dans l'édition originale, c'était effectivement des pièces. Ouais. Voilà, des dollars. Je comprends pas le choix, mais bon. Et donc le but de ce jeu, c'est chaque joueur a sa société, sa compagnie de chemin de fer, et doit la faire prospérer pour pouvoir créer des lignes de chemin de fer de ville en ville pour acheminer des marchandises.
C'est ça, ouais. Très bien dit. Mais les marchandises peuvent être prises par les autres joueurs. Donc Comment on joue? Et là, en termes de c'est pareil, de connaissances et puis d'importance, parce que la France n'a pas forcément été à ce point restructurée par le chemin de fer, où il a été un peu tardivement, mais dans certains pays européens, en Angleterre, en Allemagne, dans le Benelux, ça a été très très marqué, mais aux États-Unis, c'est fondateur. Et c'est pour ça que c'est pareil en termes de compétences pour pouvoir entrer dans ces périodes en tant que telles, en jouant le jeu, on a une matière intéressante pour pouvoir voir cette avancée. Et puis, j'ai souvenir, parce que il y a une dizaine d'années, aussi que les marchandises, leur localisation, c'est pas non plus, c'est pas absurde, et donc on peut vraiment faire du raccrochage à la réalité. Et à la manière d'un autre jeu, donc de haute tension, Funkenschlag, où il y a différents plateaux avec différents pays. Age of Steam propose un plateau États-Unis, mais propose aussi un plateau Allemagne, plateau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme plateau? Je sais pas, il y en a 4, je crois, dans la boîte, ou 3. Et effectivement, ça permettrait de contextualiser un peu plus sur l'historique de chaque pays. Là, il y a aussi beaucoup de cartes dans celui-là. On a joué sur les États-Unis. Ouais. Il y en a plein. 3 ou 4, je crois. Alors, en termes de compétences, on a identifié maintenir un budget à l'équilibre malgré des produits et des charges variables. Alors ça, c'est typique des jeux de Martin Wallace. C'est pour ça que je disais que c'est des jeux de comptables, parce que c'est la base. La base, c'est la trésor. Ça a fait transpirer beaucoup de joueurs à notre table. Ça, chaque tour de jeu, en gestion de l'argent. Chaque tour de jeu, en fait, est constitué de 10 étapes. Et la première étape, c'est est-ce que tu décides de t'endetter ou pas? Ça, c'est pas mal. On s'est dit que c'était un des jeux qu'on avait qui misait le plus sur le système d'enchères et surtout de prêts et d'intérêts. Tu as intérêt à pouvoir rembourser tes parts, c'est des parts en fait. Et ça, c'était pas mal ça. Il y a eu des flambeurs qui sont les doigts. J'ai l'impression que le flambeur n'est plus à table. Il a quitté la table il y a quelques minutes. Il y a eu 2 flambeurs. Mais il y en a un qui s'en est sorti un petit peu mieux. Oui. Deuxième compétence identifiée, réaliser une étude de marché en prenant en compte les changements de variables. Donc oui, c'était tenir compte de ses concurrents, de l'avancée de ses concurrents. Et on s'est quand même rendu compte au fil du jeu qu'on était de plus en plus engagé dans la partie, justement, qui c'était plutôt pour un profil de joueur achiever, parce qu'on ne se faisait pas forcément de mal les uns aux autres, en tout cas pas dans cette première partie. On peut quand même se créer des routes alternatives pour embêter les gens. C'est ça. Et des joueurs l'ont fait. Je ne vais pas citer personne. Ils sont plus à table. Si, Benoît l'a beaucoup fait. Non, mais proche de moi. J'ai pas fait ça. Moi, ce qui me gêne dans ce jeu-là, c'est parce que les marchandises arrivent de façon aléatoire, complètement aléatoire sur le plateau. Ou là, on s'est trompé, mais du coup, tu peux avoir une ville qui, un tour, va avoir telle ressource, et puis le tour d'après, va plus avoir une autre ressource. Et ça, c'est... Ah oui. Ouais. Alors, dans mon souvenir, j'ai l'impression que c'était quelque chose que Non, tu lances des dés, en fait, selon ce que tu lances, tu pioches dans des colonnes. Ouais. Si, c'est ça, avec sur un tableau. D'accord. Ça, c'est dommage. Je trouve que ça arrive un peu. Et c'est l'autre chose. Voilà, ça a croisé avec d'autres jeux, parce que aussi, ça donne une vision, une certaine vision de la conquête de l'Ouest. Il n'y a personne, en fait, là où on va. Oui, on crée des villes dans le jeu, d'ailleurs, on crée des villes. Oui, c'est pas un problème. S'il y a des gens, de toute façon, là, on leur laissera un coin pour ouvrir un casino, mais globalement... Dès qu'il y a un chemin de fer, c'est bon. C'est bon. Et c'est vrai que cette dimension culturelle, et j'ai même envie de dire, je crois, géographique, j'ai souvenir qu'on passait pas si difficilement que ça les Rocheuses, mais c'est peut-être... faut juste payer plus cher. Ouais. C'est plus cher, mais j'ai l'impression... Dans la carte qu'on avait, on en avait un petit peu des Rocheuses. On n'a jamais été dedans. Ouais, mais c'est pareil, j'ai souvenir que par rapport à l'image qu'on a de l'effort que ça a été d'aller faire cette liaison est-ouest, voilà, je pense les étendues et puis la difficulté qu'on peut avoir dans les déserts, ça c'est dans la carte qu'on a fait, mais peut-être qu'on avait une carte simple aussi. On n'a jamais été embêté. Ça aurait été plus intéressant justement qu'on n'a pas investi tant d'argent dans les chemins de fer.
Mais la mécanique, je suis pas sûr que ce soit le cas dans les autres cartes. La mécanique de base, à mon avis, c'est ce système. Je m'endette et j'essaye d'avoir en fait suffisamment de moyens de pouvoir tirer des marges. Plutôt bien. Et un autre détail, c'est que nous, on a joué à 6 et on déconseille fortement de jouer à 6. Il faut jouer à 4, pas plus de 4. Tout à fait. Parce qu'à 6, ça devient vite le bazar. Et on s'est rendu compte qu'on avait de moins en moins de ressources, de marchandises à déplacer. Et c'était un peu embêtant. Il y a un petit problème d'équilibrage, je pense, à 6 joueurs. C'est jouable, parce qu'on a fait une partie, puis on a trouvé ça plutôt sympa. Mais je pense qu'à 4, c'est plus intéressant. Enfin, je pense. Enfin, c'est la conclusion qu'on a eue autour de la table. Ouais. Il y avait 2 joueurs en trop, c'est ça, t'as dit. Voilà, c'est ça. Et ben, sans citer de nom, toujours. Puisqu'on parle du nombre de joueurs, on va passer au moment que vous attendez tous. Le grand débat opposant Jérôme et Nicolas. Donc, débat qui va porter sur les jeux sans interaction directe entre les joueurs ou les jeux qui proposent un mode solo. Ouais. Bon, on dit débat, évidemment, vous êtes invité à échanger, bien entendu. Déjà, de quoi parle-t-on Et quelle est la différence entre les 2 types de jeux que je viens d'évoquer? Alors, j'écoutais pas, j'étais déjà dans la bagarre. Dans la bagarre. Un point pour Nicolas, très bien. La question était autour des... déjà, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de jeux solo? Des jeux solo, avec un mode solo, et des jeux où il n'y a pas forcément d'interaction entre les joueurs. Ah oui, alors c'est 2 choses... Alors, tout à fait. Juste pour expliquer, on a eu l'idée de ça en jouant au Mur d'Adrien. On a rejoué au Mur d'Adrien, et je faisais la réflexion. Un roll and write. Malheur... quel malheur de dire rien dire dans notre société. Que si je devais jouer au jeu d'Adrien, j'y jouerais en solo. Parce que je trouve que c'est un jeu, mécaniquement parlant, le multijoueur n'apporte pas grand-chose d'un point de vue mécanique. C'est un jeu où vraiment on joue, on est vraiment littéralement sur sa feuille comme ça, puis on manipule les trucs et on lève la tête que quand on pioche une nouvelle carte et qu'il y a les invasions et qu'on a les nouvelles ressources. Tout se passe sur notre fiche et je crois qu'on peut échanger des ressources vite fait avec les voisins, mais vraiment c'est très limité, quoi. Et on peut éventuellement identifier ce qu'ils ont pour pouvoir reproduire un modèle. Voilà, c'est vraiment les seuls. Et c'est peut-être aussi lié beaucoup au type de jeu, parce que c'est un jeu roll and write, on écrit sur des feuilles. Et les roll and write sont, je pense, très orientés comme ça, où on a le nez sur notre feuille. Il y en a pas tous, hein, mais on l'a le nez sur notre feuille, et puis peu importe un peu ce que font les autres joueurs, de toute façon, ça va pas nous gêner dans la partie, et on va pouvoir faire notre truc. Et je préfère consommer ces jeux-là en solo. C'est plus un défi mental où je fais mon petit truc à moi, et voilà. Alors, c'est parti de là. D'accord, c'est parti de là. Alors, Jérôme m'a jeté son gant. Alors, j'étais pas là, mais quand j'ai appris ça, j'ai arraché mon t-shirt à la Hogan. Et puis j'ai dit, mais non. Non, mais en fait, c'est-à-dire que, alors c'est pareil, je fais beaucoup de jeux en solo. J'aime bien les jeux, faire des jeux en solo. Mais sans les règles solo. Et sans forcément les règles solo. C'est-à-dire, je prends l'insondable, ça n'aurait aucun intérêt, mais je prends Age of Steam en solo, je pourrais y jouer. J'aurais moins de plaisir, mais éventuellement, voilà. Et puis j'essaye de façon un peu schizophrénique de prendre les rôles les uns et les autres en essayant de dire, indépendamment de tout ce que je sais du reste, qu'est-ce que ce joueur-là, par rapport à sa configuration de plateau, il ferait. Voilà. Ça me permet de faire des petites stratégies comme ça et de tenter aussi des stratégies. Mais voilà, et donc indépendamment du goût que je peux avoir pour le jeu solo, si on se projette dans des considérations plus pédagogiques, et y compris sur des jeux comme Mur d'Adrien, où effectivement il y a quasi zéro interaction avec une autre personne, on est dans une expérience que je trouve malgré tout sociale, parce que même si on est chacun sur son propre bout de mur d'Adrien dans lequel on va construire nos choses, et que j'ai pas la possibilité, comme dans Twilight Inscription, de pouvoir attaquer mon voisin et me faire attaquer par mon voisin. J'ai cette possibilité malgré tout d'être en train de vivre le même moment que les autres, de participer à la même expérience que lui. Et d'ailleurs, c'est pas inintéressant parce qu'on aura les mêmes conditions
sur ce jeu-là, en l'occurrence, parce que le lancer de dés, il est commun à tout le monde, et on part exactement avec les mêmes choses. Moi, j'aime bien ce côté-là, de se dire, OK, rendez-vous à la fin du jeu pour voir, avec des conditions qui sont identiques. Il y a la race, quand même, qui a un petit truc... Enfin, l'espèce, pardon, qui a un petit truc... dans Twilight, il y a... Oui, non, mais dans Mur d'Adrien, on est tous des humains. Enfin, des Romains. Oui. Alors, on a un petit deck, quand même, qui nous fait qu'on a des choix, on a des... ressources qui changent. Mais les autres sont les ressources sont communes, mais les ressources sont communes. Mais globalement, voilà, on fait et on peut voir à peu près où on est arrivé. Et ce qui fait que dans une partie, il y a ce côté aussi d'être à côté des autres, ce principe d'être à côté des autres, ce qui va faire que éventuellement on va pouvoir aussi d'avoir des moments d'entraide, même si la mécanique du jeu m'invite pas spécialement à... Donc on va dire, tiens, en fait, je comprends pas ce truc-là. On a ces petits éléments de correction fraternelle. On dit, non, mais non, t'as pas le droit de faire ça, par exemple. Et aussi, et surtout, je trouve, c'est après, pour pouvoir en discuter, c'est vraiment intéressant. Et le fait de l'avoir vécu ensemble, en même temps, c'est différent que de le faire... oui, mais ça, c'est social, c'est dans tous les jeux. Oui, mais c'est important, et je pense que quand je pense la construction de mon jeu, si j'ai à designer un jeu, je me dis, tiens, ce jeu-là, je sais qu'ils vont être confrontés à un problème simultanément ensemble, et même s'ils n'ont pas d'interaction directe, mais ils n'auront pas le la même situation... problème. Ils n'auront pas le même problème. Ouais. Au même moment. Mais non, mais je vois bien, toi, tu as la considération sociologique. Moi, je me focalise sur le jeu en lui-même, les mécaniques de jeu. Et ce genre de jeu, je préfère les jouer en solo, dans mon coin, et faire mes trucs à moi. Mais après, l'autre fois, on a joué, et voilà, on s'est rendu compte qu'on avait fait des bêtises, machin, mais c'est aussi cool de le faire en groupe. Mais moi, ce que je déplore, c'est ces jeux où finalement, moi ça me donne l'impression que c'est un jeu solo qui a été vite fait à la fin. On a fait quelques règles pour dire ah oui, mince, si on joue à plusieurs, il faut quand même qu'il se passe des trucs avec les voisins, etc. Ouais. D'un point de vue mécanique pur. Ouais, mais un jeu, c'est aussi une expérience sociale, évidemment. Ouais, moi je pense que cet engagement-là, il est fort, et pour aller même au bout de ma partie, pour la finir. Il peut y avoir des joueurs, je pense vraiment, qui vont rester engagés tout au long de leur partie parce que les autres sont en train de jouer. Si je commence une partie de Mur d'Adrien qui est assez longue par rapport à Cartographeur, c'est un peu plus long quand même. Oui. Un peu plus complexe. Si je suis tout seul à jouer, je vais peut-être avoir une lassitude au bout d'un moment, alors que là, le fait de voir les autres. Puis il y a aussi ce côté, je dis, je les vois quand même, on lève le nez, je vois ce qu'ils ont barré, je dis tiens, lui il a pas fait de mur. Il va être mal quand ils vont arriver les barbares, enfin les Écossais. Et c'est ce côté-là, moi je trouve, il me relance, ou au contraire, donc cette proximité, elle est. Mais ça, c'est ton profil de joueur aussi. Parce que... Non, ce que je disais, c'était après. Je joue souvent tout seul, et d'ailleurs, enfin, il y a des trucs que je préfère faire seul, parce que des fois c'est pénible. Il y a des jeux que j'aime bien, auxquels je préfère jouer seul, parce que je vais pas attendre que les autres décident à jouer, et que c'est tous les jeux qu'on fait sur tablette ou sur ordinateur, quand on les rejoue ici, des fois c'est long. Parce que tu les connais très bien aussi. Et en fait, donc, pas pour dire que je préfère les jeux solo, donc c'est pas mon profil de joueur, je suis pas un joueur social, je pense, du tout. J'aime pas les autres. Mais j'aime bien. Je pense que d'un point de vue pédagogique, si j'avais utilisé Mur d'Adrien ou des Roll and Write, je leur dirais pas ok, je vous ai imprimé une feuille, vous avez 2 dés à 6 faces chez vous, allez, hasta la vista, vous le faites dans votre coin et on en reparle la semaine prochaine. J'utiliserai mon temps de cours pour qu'ils jouent ensemble, tous ensemble, avec le même lancer de dés, et qu'on puisse faire le débriefing dans la foulée. Il n'y a pas de dés dans le tirage de cartes. Ouais. Non mais ouais, je vois bien. Ouais. Mais oui, mais complètement. Après, c'est moi ce que je soulignais, c'est vraiment cet aspect mécanique d'interaction entre joueurs qui est vraiment c'est quasiment inexistant, quoi. Il y a des jeux qui le font un peu mieux, des rollers qui font un peu mieux. Mais Cartographeur, j'aimais bien le côté où à un moment on passe
Oui, voilà. À son voisin qui nous met des saletés. Mais c'est la seule interaction aussi qu'il y a dans ce jeu-là, quoi. C'est vraiment. Oui. Apparemment, il y a des jeux qui. Welcome to the Moon, apparemment. Ce qu'on m'a dit, il y a plus d'interaction entre joueurs. Damien nous fait signe que oui, en effet. Genre, j'ai pas été sans doute dans les scénarios plus avancés. Et puis, je reviens sur mes arguments que j'avais. Au-delà de l'expérience sociale, il y a cette dimension. Là, c'est sur des jeux qui ne sont pas solo qu'on joue en solo. Donc, si on passe maintenant sur des purs jeux solo, donc les modes qui ont été faits, donc il y a des jeux où on peut y jouer en solo. Glory, tiens, on a testé Glory. On a fait Glory, il y a un mode solo avec des automates qui existent. Là, ça peut être intéressant. Ce que je trouve intéressant avec le mode solo, c'est que si on a affaire à un jumeau numérique, si on a affaire à un portage en jeu vidéo, je trouve que c'est plus facile de faire un jeu vidéo qui est plutôt solo, par contre. Parce que tu n'as pas à t'embêter avec la synchronisation des serveurs. Je pense que c'est plus facile. Et moi, quand je joue à des jeux solo ou un jeu avec un mode solo, généralement, je me dis, tiens, ce jeu-là, il marcherait... Voilà. Je le perçois plus comme pouvant être un jeu qui pourrait être un jeu sérieux numérique, jeu vidéo. Quand tu joues un jeu solo avec un mode solo, un jeu de plateau avec un mode solo. Ouais. Souvent, alors que j'ai rarement cette envie quand je joue à tous ces jeux-là, ces jeux de plateau, j'adore leur matérialité, j'adore, ça j'aime bien. Mais quand je commence à faire les modes solo, je me dis, tant qu'à faire, je préférais être sur une tablette. Ah ouais. Ah d'accord, ouais. Non, pas du tout. Moi, si je peux également donner mon avis là-dessus. Effectivement, j'ai essayé de faire des jeux en mode solo. J'y arrive pas. Je l'arrête. Non, c'est pas fait pour moi. Effectivement, je suis plutôt... c'est peut-être le côté social, du coup, mais effectivement, quitte à ce qu'on soit chacun sur notre feuille, qu'on soit plusieurs, qu'on vive l'expérience en même temps, c'est quelque chose qui me va plus. Maracaibo, qui est un des jeux auxquels j'ai peut-être le plus joué, il y a un mode solo, j'ai essayé une fois de le faire, j'ai arrêté, je me suis dit non, j'invite des copains demain et puis on fera une partie demain. Voilà. Je pense que c'est vraiment les trucs, là pour le coup, si tu parlais de profil de joueur, je pense que c'est vraiment les trucs, c'est pas fait pour moi. Voilà, ça n'apporte peut-être rien au débat, mais c'est... Si. Après, ces modes solo, parce qu'ils sont assez récents, ces modes solo, ces automates, comme on dit. Que ça, il t'a popularisé, je pense. C'est un des premiers qui a fait vraiment un vrai automate qui mime un peu un joueur. Qui est peut-être mieux que le mode normal. Ouais, moi, j'aime pas ça, mais je le gâche pas. Mais ils sont nés d'une nécessité pendant le Covid où voilà, on pouvait pas jouer, on avait nos jeux, on pouvait pas jouer. Et du coup, ça c'est né comme ça. Il y a des modes qui sont sortis pour des jeux faits par des fans, etc. Puis des jeux se sont mis à en proposer de plus en plus, quoi. Mais c'est intéressant, je pense, pour un jeu d'avoir la possibilité d'y jouer seul. Ça apporte plein de choses. Quand on aime un jeu, on a envie d'y jouer. Et puis il n'y a pas toujours les copains qui sont là. Et ils sont souvent plutôt bien vus, plutôt de qualité. Parce que c'est des vrais jeux solo. Parce qu'il y a des jeux qui ont un mode solo, mais c'est juste, faut battre un score. Mais les vrais jeux avec un mode solo, des vrais jeux solo, c'est vraiment le jeu est construit. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se rajoute au jeu, qui construit une espèce de joueur artificiel qui va jouer contre nous, quoi. On joue contre le jeu comme on jouerait contre l'ordinateur sur un jeu vidéo, en fait. C'est vraiment une mécanique. C'est très informatique, je trouve, en fait, dans la façon dont on prend les cartes. C'est ce que je disais, en fait. Je disais, en fait, ces jeux-là, moi, je les vois comme un jeu. Oui, mais toi, tu les préfères en numérique. Mais non, c'est-dire que je les verrais bien. Je me dis, tant qu'à faire, ça irait presque plus vite qu'ils soient complètement numériques, parce que c'est... Moi, je préfère toucher les trucs. On a déjà discuté, mais je préfère avoir mon jeu de plateau devant moi et puis... par contre, ça peut avoir un intérêt pédagogique où parfois on cherche pas spécialement à avoir de l'interaction sociale. Il peut y avoir des configurations où c'est pas
c'est pas ce type de métier, c'est pas ce type de compétences en tout cas que je veux travailler pour l'instant. Où je me sens pas à l'aise, on peut avoir aussi ça, et te dire, et c'est pour ça que le run and write il peut être intéressant quand on est dans des grands amphis, et de se dire tiens, on va faire jouer 150 personnes ensemble en même temps, et je leur dis vous n'avez pas à parler avec vos voisins, et ça m'évite d'avoir un truc de fou. Chacun est sur sa feuille, on fait un jeu et on joue, et ça peut être souhaitable des fois de se dire je veux avoir des interactions limitées au maximum. Donc, est-ce que le mode solo est sous-exploité dans un usage pédagogique ? C'est très rare qu'on ait des enseignants qui viennent et qui nous disent on veut faire jouer et que les étudiants aient une expérience solo. J'ai pas de souvenir, on a vu quand même pas mal. Et est-ce qu'on peut développer des compétences propres à ce type de jeu ? Parce que, alors justement, pour aller dans le sens, justement, on développe un peu aussi, d'être en groupe, on développe l'empathie par rapport aux autres, l'assertivité par rapport au groupe. Faut pas que je tape dans le micro. Mais dans un jeu solo, on travaille aussi la résilience. Et entreprendre et finir seul, c'est aussi c'est un autre sentiment d'accomplissement. Quand on gagne une partie et qu'il y a d'autres joueurs, on est content ou désolé pour eux. Mais il y a cette célébration collective ou de l'individu dans un collectif. Quand je gagne un jeu solo chez moi, c'est une autre famille de satisfaction qui renvoie plus à la satisfaction, j'imagine, du coureur de footing ou du nageur, ou de personnes qui marchent un peu sur cet effort personnel, un peu solitaire. Après, donc moi je pense qu'effectivement ça peut valoir le coup des fois de le faire, mais de le penser intégralement. Comme tu dis, te dire si on fait ça, on le fait vraiment, quand on ne fait pas un espèce de truc bâtard en se disant il y aura un mode solo vite fait, mal fait. Et puis, mais après... risque d'isolement quand même. Si on ne fait que ça, c'est... Il y a quelque chose qu'on voit aussi arriver dans les jeux de plus en plus, et c'est quelque chose qui, moi, du coup, pour le coup, m'intéresse, alors que je suis pas très jeu solo, mais il y a parfois des objectifs personnels dans les jeux. Par exemple, on a, je crois que dans Barcelona, il y a... un petit livret ou 2 pages sur des objectifs à atteindre au fur et à mesure de tes parties de jeu, c'est-à-dire terminer une partie avec tant de points, terminer une partie sans avoir fait telle chose. Et il y a un peu le côté personnel qui arrive avec ça, le côté un peu solo, pour le coup. Peut-être mais que tu peux accomplir en jouant avec d'autres personnes. Tu peux accomplir en jouant avec d'autres personnes, mais ça reste le jeu de quelqu'un, et du coup, quand je sais pas trop... Si ça intéresse, les côtés un peu... dans les jeux solo, souvent les bons jeux solo sont des jeux avec des missions, des scénarios et des montées de niveau, où justement on va avoir un groupe de... peut-être parler de quelque chose, mais de personnages... Des campagnes, oui. Et ça s'y prête plutôt pas mal d'y revenir. Et là, on a ce plaisir du livre dont vous êtes le héros. Les jeux d'enquête. Et qu'on peut aussi avoir quand on passe des heures aussi à jouer à des jeux vidéo où on est... donc ça ne veut pas nécessairement dire que c'est antisocial. C'est pas ce que je dis. C'est que dans le cas présent, je pense que malgré tout, l'expérience sociale, il faut essayer de la valoriser, notamment, et de l'inclure, moi, au temps pédagogique qui est quand même un temps social. Merci, on va conclure là-dessus. Merci à tous les 4, merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve jeudi 28 mars à 12h30 comme d'habitude. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.